Pourquoi les pauvres votent à droite de Thomas Frank. On en est à la deuxième partie. Deuxième partie, cette fureur qui dépasse l'entendement. Chapitre 6. Persécuté, impuissant et aveugle. Comment parvenir à la quadrature de tous ces cercles? Comment les rebelles conservateurs du Kansas peuvent-ils prétendre haïr les élites tout en épargnant en quelque sorte de leur fureur le monde des affaires, même lorsque ce dernier les a si ostensiblement trompés? Comment peuvent-ils trouver des recrues pour une révolte populaire qui n'aboutit qu'à rendre la croûte supérieure encore plus épaisse? Comment peuvent-ils décréter que tel individu est snob et que la fortune de tel autre prouve que c'est un type bien? Au cœur de tout cela, il y a une façon de penser. Une façon de penser la classe qui, en même temps, nourrit l'hostilité, ce type de classe, qui nourrit l'hostilité de classe du type de celle qu'on observe au Kansas, et nie les fondements économiques de la révolte. Pour les conservateurs, la classe n'est pas une affaire d'argent, d'origine sociale, ni même de profession. Elle est avant tout une question d'authenticité, ce bien culturel de si grande valeur. La classe est définie par la voiture qu'on conduit, l'endroit où l'on fait ses courses et la manière dont on prie. Ce genre de travail qu'on effectue ou le salaire qu'on gagne ne vient qu'en seconde position. Ce qui fait de vous un membre du valeureux prolétariat, ce n'est pas le travail en soi, mais l'humilité, l'absence de prétention et toutes les autres qualités que nos experts observent dans les États rouges, qui ont voté pour George W. Bush. Les producteurs de la nation se moquent bien du chômage, d'une vie faite d'impasses ou du patron qui gagne 500 fois plus qu'eux. Dans le pays rouge, les travailleurs, leurs patrons, sont censés être unis dans le même dégoût envers ces étudiants prétentieux assis à la table d'à côté, occupés à discuter sans trêve de fromage français, de villas en Toscane et de grandes idées pour contrôler des phénomènes qu'ils ne connaissent qu'au travers des livres. Tout cela peut paraître un peu compliqué, mais on devrait pourtant s'y être habitué après toutes ces années. On peut l'observer dans sa façon la plus commune et la plus ordinaire toutes les fois qu'on entend un expert ou un politicien conservateur déplorer la guerre de classe, c'est-à-dire toute remise en question du capitalisme de marché avant de s'en prendre presque aussitôt aux médias élitistes ou à l'arrogant establishment de la côte Est et ses conducteurs de Volvo. Nous avons pu avoir un aperçu de cette manière de penser dans la littérature sur la comparaison rouge-bleu. Le grand fossé qui sépare les régions qui ont voté républicain en 2000 et les confettis qui ont voté les vrais producteurs contre les parasites. Qui ont voté démocrate est censé avoir un lien avec la classe sociale. Les vrais producteurs contre les parasites, les laborieux contre les jouisseurs, les gens ordinaires contre les snobs, etc. Le très conservateur Andrew Sullivan utilise même ouvertement l'expression « guerre de classe » pour évoquer l'affrontement entre les riches libéraux et les républicains plus humbles. Mais c'est une guerre de classe dans le cadre de laquelle, comme le dit David Brooks, il n'y a ni ressentiment de classe, ni conscience de classe. Ce paradoxe a un fossé entre classes où la question de classe est hors propos, se retrouve presque systématiquement dans tous les écrits sur les deux Amériques. Et c'est quelques phrases seulement, après que notre expert a cessé de se moquer des Bleus pour leur voiture extravagante, leur café snob, leur nounou onéreuse et leur goût pour le vin. L'élément fondamental de cette nouvelle façon de présenter le concept de classe est la notion d'élite libérale. Celle-ci a pris bien des formes au fil des années. Spiro Agnew parlait des nababs babillards du négativisme, les néoconservateurs de nouvelle classe, quand d'autres évoquaient plus simplement les intellectuels.
Et donc Spiro Agnew, c'est le gouverneur du Maryland de 67 à 69, puis vice-président sous Nixon de 69 à 73, jusqu'à sa démission suite à un scandale d'évasion fiscale. Spiro Theodore Agnew, né en 1918 et mort en 96, fut l'un des premiers républicains à réellement stigmatiser les libéraux radicaux. Mais dans ses grandes lignes, le reproche est resté le même pour les réactionnaires. Notre culture, notre système éducatif et notre gouvernement sont aux mains d'une classe dirigeante surdiplômée qui professe le plus profond mépris pour les us et les opinions des gens ordinaires. Les dirigeants américains sont de méprisables prétentieux. Ou encore, pour user d'une expression favorite de la réaction, ils sont décadents. Et ils sont arrogants, ils sont snobs, bref, ils sont libéraux. La notion d'élite libérale n'est pas très définie. Elle n'a jamais été énoncée avec la moindre rigueur. Elle a été réfutée un nombre infini de fois, et elle s'effondre devant toute tentative de vérification. Le problème le plus évident que pose cette notion est qu'elle ne s'applique qu'aux libéraux. Les conservateurs identifiés à cette nouvelle classe étant systématiquement exempts de toute critique. Pourtant, ce concept survit. Il n'a pas disparu avec Richard Nixon. Il ne s'est pas évanoui en même temps que la controverse et sur la désagrégation raciale. Pas plus qu'il n'a quitté la scène politique nationale avec ce rusé de Bill Clinton. Non, au contraire, il est encore plus répandu aujourd'hui que ne peut l'être le résultat de 20 années d'études sérieuses ou d'une vie entière de sociologie rigoureuse sur la question. Voici venir Gordon Liddy, le célèbre méchant du scandale du Watergate, qui nous explique comment tout cela marche. Dans son best-seller réactionnaire de 2002, When I was a kid, this was a free country. Quand j'étais gamin, c'était un pays libre. Dans ce pays, il y a une élite qui se croit autorisée à dire au reste de la population ce qu'elle doit et ne doit pas faire. Dans son intérêt, bien entendu. Ces centristes de gauche, tous anciens et des universités chics, ces faiseurs d'opinion publique sont concentrés dans les organes d'information, l'industrie du divertissement, l'université, le corps des experts et les administrations politiques, législatives et juridiques. Ce sont des experts politiques de droit divin. Ces gens prospèrent sur le dos de la vaste classe moyenne américaine, qui y fait tout le travail et grâce à qui ce pays fonctionne. Ils nous saignent avec un taux de fiscalité inconnu depuis l'époque où nous nous battions pour nos vies au beau milieu de la Seconde Guerre mondiale. Ils nous font payer un surplus quand nous allons voir des films qui ruinent les valeurs que nous tendons d'inculquer à nos enfants. C'est cette même bande d'intellectuels sournois qui est responsable du contenu des films hollywoodiens et du taux de fiscalité par le biais duquel ils nous volent tous. Leur travail est inutile et ils se contentent de tourner des films et d'écrire des articles tout en profitant du travail des autres. Autrement dit, les libéraux sont des parasites. Du doucereux David Brooks à l'éternel enragé Ann Coulter, les attaques contre les goûts privés et les prétentions de cette sphère de la société constituent le fond de commerce des auteurs conservateurs. Les vrais outsiders, ce sont les conservateurs qui considèrent, avec dégoût, les comportements absurdes de l'élite et des puissants. Ces mêmes conservateurs se présentent comme des prolétaires bruts de décoffrage, se moquant parfaitement des efforts fournis par la crème de la société pour les réformer et les améliorer. Mais le fait qu'ils soient bien souvent issus des classes privilégiées et qu'ils fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour favoriser un parti politique qui est traditionnellement l'instrument de ces mêmes classes privilégiées ne les trouble pas plus que ça. Les conservateurs jettent un regard noir sur les villes universitaires de Nouvelle-Angleterre où de jeunes étudiants prétentieux flirtent avec un certain type d'expérience existentielle, font la fête toutes les nuits et sirotent des lattés décidément peu orthodoxes.
Il traite avec dérision les jeunes végétariens coincés de Washington qui, à peine sortis de Brown, fanfaronnent depuis l'espace confortable d'un bureau de l'Agence de protection de l'environnemental, aux dépens de ceux qui travaillent dur. Les conservateurs méprisent la manière dont les hippies élevaient leurs enfants. Ils répètent avec incrédulité les propos vides de sens des designers à la mode et prennent systématiquement pour argent comptant les déclarations pseudo-radicales de ces designers et de ces hippies. Quelle que puisse être la cible, la critique sociale conservatrice en revient toujours au simple et unique message suivant. Le libéralisme, c'est-à-dire tout depuis la télé de qualité jusqu'aux déconstructionnistes du département de français de Yale, est une posture snob empruntée par les méprisables riches, tout aussi bizarre que leur goût pour l'huile d'olive extra vierge et pour les corgis. Et les corgis, c'est les petits chiens. Les petits chiens de berger nain. C'est le chien de la reine Elisabeth, en gros. Puis l'inénarrable Coulter de s'emporter. C'est exactement cela, être un libéral, se sentir supérieur aux gens qui sont moins riches. Ce n'est pas que l'on prend en compte l'importance du snobisme du regard que les libéraux portent sur le monde, que tous leurs propos grotesques et alambiqués prennent du sens. Ils soutiennent des comportements immoraux et destructeurs parce qu'ils sont snobs. Ils soutiennent les criminels parce qu'ils sont snobs. Ils adorent l'écologie parce qu'ils sont snobs. Toute idée pernicieuse qui leur tombe sous la main est immédiatement adoptée par les libéraux dans le seul but de faire étalage de leur pouvoir. Les libéraux détestent la société et veulent la rabaisser pour satisfaire leur sens de l'invincibilité. Persuadés qu'ils sont que leur villa en front de mer, toujours debout lorsque le nuage de l'explosion nucléaire sera dispersé, ils manipulent avec insouciance les principes de la morale des petites gens. Coulter n'appuie pas sa thèse sur le snobisme des riches en ouvrant un numéro de Fortune ou de Cigar Aficionado, mais en étudiant les programmes télévisés. Regardez toutes ces horreurs que les libéraux ont réussi à y fourrer. On comprend mieux la haine de l'élite libérale à l'égard des gens humbles en regardant la télévision et en lisant la littérature moderne. Toutes ces choses que l'on doit aux libéraux. D'un côté, nous devons comprendre que le Parti républicain est le parti des travailleurs, puisque ce dur à cuire de républicain qu'est Tom DeLay est bien plus susceptible de partager une bière avec un camionneur que la riche sénatrice de Californie, Barbara Boxer. Et nous le comprenons, parce que les deux seuls comportements sociaux imaginables sont d'une part imiter les stars libérales de Hollywood, et de l'autre être aux côtés des ploucs ouvriers qui assistent aux courses de stock-car, critère de classement favori de la droite populiste. Tant que leur solidarité culturelle reste cimentée autour d'une bière, il semble bien qu'un conservateur puisse faire gober à son pote de la classe ouvrière n'importe quel coup fourré économique. À cet égard, le cas d'Ann Coulter est assez instructif. Native de la banlieue aisée de New Canaan, dans le Connecticut, elle a grandi dans ce qu'elle qualifie elle-même d'heureuse famille de droite persidée par un expert en droit des entreprises qui participa en 1985 à une fameuse déqualification syndicale, c'est-à-dire à la destruction totale d'une structure de négociation, au plus grand bénéfice des intérêts miniers de Phelps Dodge. Ce coup fut l'un des premiers exemples de la politique antisyndicale menée par l'administration Reagan qui, en quelques années, parvint à réduire significativement le pouvoir des syndicats et à noyer sous les cadeaux fiscaux les habitants de New Canaan et leurs camarades de fortune à travers le pays. Coulter était présente lors de ce combat antisyndical. « Il était tout bonnement absurde que le syndicat engage une grève à ce moment-là », prétend-elle, tout en affirmant néanmoins que le débat autour de cet aspect des classes sociales n'est qu'un piège de la propagande libérale. Croire que les démocrates sont le parti du peuple et les républicains celui des puissants, c'est adopter une idée absurde, un mensonge historique, que Coulter ne peut même pas commencer à envisager. En affirmant cela,
Coulter ne pense pas à la fin de non-recevoir que les nouveaux démocrates de Clinton ont adressé au mouvement ouvrier, comme la plupart des conservateurs. Elle pense que Clinton était un dangereux gauchiste. Non, elle met tout simplement sur pied un système global d'explication des relations entre classes fondé sur la seule idée que les hédonistes prétentieux de Hollywood sont en majeure partie des démocrates. En revanche, les républicains boivent de la bière, vont à l'église et possèdent des armes à feu. Ils sont donc logiquement les représentants de l'homme et de la rue. Dans le monde de Coulter, la question économique n'a pas sa place. De par sa totale emprise sur l'industrie culturelle du pays, le libéralisme, selon Coulter, est donc au pouvoir de ces hommes politiques, et donc au pouvoir que ces hommes politiques soient élus ou non. Le libéralisme nous domine, même si les républicains l'ont emporté dans 6 des 9 élections présidentielles depuis 68, même quand les républicains contrôlaient les 3 branches du gouvernement. Même si les derniers grands noms du libéralisme assumé de la vieille école, Humphrey, McGovern, Church, Hay, Culver et consorts, sont aujourd'hui morts et ont été évincés dans les années 70. Et même si aucun candidat démocrate ne s'est ouvertement revendiqué du libéralisme, depuis Walter Mondale, au-delà même de la politique de libéralisme, s'avère un tyran. Au-delà même de la politique, le libéralisme s'avère un tyran qui domine notre vie d'innombrables façons et qu'il est pratiquement impossible de renverser. Je regarde rapidement les notes de bas de page parce que voir si c'est intéressant parce que il fait la liste de la bio des mecs qu'il a cités là, Humphrey, McGovern, Church, Bay, Culver et consorts. Mais on s'en fout un peu en vrai. Donc, à l'inverse, le conservatisme est la doctrine de la majorité opprimée. Il ne défend pas un ordre des choses figé. Il accuse, il dénonce. Il montre du doigt les hypocrisies et s'en prend joyeusement aux contradictions qu'il révèle. Alors que les libéraux usent de leur emprise sur les ondes, la presse et les écoles pour persécuter l'américain moyen, se moquer des croyants encourage les fainéants et endoctriner les enfants avec toutes sortes de non-sens ultra permissifs. Le Parti républicain est le parti des méprisés, des opprimés, des oubliés. Les républicains sont d'éternels outsiders en révolte contre l'élite arrogante. Le conservatisme, pense-t-il, ne peut jamais l'emporter ni endosser le rôle du puissant. Les réactionnaires se complaisent dans le rôle fantasmé de marginaux et de persécutés. Sur leur blog, on peut lire assez souvent des conservateurs accueillant leurs camarades avec des formules du type « Salut les ploucs du net » ou qui se comparent au peuple le plus atrocement martyrisé de l'histoire de l'humanité. « Retour au ghetto, les gars, nous ne sommes pas les bienvenus dans la haute société. » Dans l'une de ses chroniques en direct de l'Amérique rouge adressée au lecteur The American Enterprise, Blake Hurst écrivait « Je suis idiot, et si vous lisez cela, vous l'êtes sans doute autant que moi. » Une publicité vante un best-seller de droite avec le slogan « Êtes-vous idiot ? En tout cas, les élites le pensent. » Et le slander Dan Coulter n'est pour l'essentiel rien de plus qu'une compilation des très nombreuses manières dont, au cours des années, ces prétentieux de libéraux ont insulté ceux qu'ils considèrent à l'évidence comme intellectuellement inférieurs. Pourtant, à l'inverse, on peut assister au spectacle pas trop commun de conservateurs se vantant de leur pouvoir de subversion. Un livre publié par Ralph Reed, membre de la Christian Coalition, s'intitule Politically Incorrect. De son côté, David Horowitz a rédigé à la va-vite son How to Beat the Democrats and Other Subversive Ideas. Comment écraser les démocrates et autres idées subversives. Et David Horowitz, c'est le principal porte-parole du groupe de pression des chrétiens conservateurs, la Christian Coalition, dont Ralph Reed fut le premier directeur de 89 à 97. Cela réunit
fondamentalistes chrétiens, des évangélistes, des catholiques romains et des membres de courants dominants des églises protestantes. Né dans une famille d'enseignants communistes, David Horowitz a participé à la formation du mouvement de la nouvelle gauche américaine. Dans les années 70, il rejoint le centre avant de passer à droite, notamment après le retrait américain du Vietnam. Éditorialiste et écrivain, il est aujourd'hui considéré comme l'un des principaux avocats de la pensée conservatrice et néoconservatrice. Le journaliste conservateur John Leo a pour sa part commis en 1994 un Two Step Ahead of the South Police, en avance sur la police de la pensée. Mais il arrive parfois que cet usage excessif du vocabulaire insurrectionnel passe les réactionnaires en assez curieuse compagnie. Ainsi, incorrect South, je sais jamais le prononcer, pensée incorrecte, est-il à la fois le titre du livre de John Leo, paru en 2001, et celui d'un album d'un groupe phare de la scène anarcho-punk, donc nettement de gauche, les Supermans. L'objet de toutes ces fanfaronnades révoltées n'est pas de dévictimiser les Américains moyens au nom desquels les conservateurs prétendent parler. Si la plupart d'entre nous considèrent la politique comme un drame machiavélique, dans lequel les acteurs tissent des alliances et agissent en pratique de manière à satisfaire leurs intérêts matériels, la réaction est quelque chose de bien différent. C'est une croisade dans le cadre de laquelle les intérêts matériels personnels sont mis en suspens au profit de vagues revendications culturelles présentées comme de première importance, quoique impossible à satisfaire, même lorsque l'on prend tout pour ce qu'elle est effectivement. Lorsqu'on la prend pour ce qu'elle est effectivement, c'est-à-dire une lutte autour des valeurs du patriotisme, de l'honneur national et de la bonne manière d'adorer le Tout-Puissant. La réaction a toujours été un échec complet. Assez ironiquement, la seule victoire récente des conservateurs dans le cadre de leur guerre culturelle obligeait CBS à suspendre la diffusion d'une fiction peu flatteuse pour Ronald Reagan, fut également l'occasion pour les pontes du conservatisme d'admettre à quel point ils ont été peu efficaces les années précédentes. Culturellement, elle n'a pratiquement rien fait bouger au cours des 3 dernières décennies. La télé et le cinéma sont bien plus vulgaires qu'ils ne l'étaient en 68. La hiérarchie traditionnelle des sexes continue de s'effondrer. L'homosexualité est plus affichée et mieux admise que jamais. La contre-culture a été récupérée par Madison Avenue pour constituer aujourd'hui le matériau de base de l'industrie publicitaire. Cette nouvelle révolution permanente qui fait vendre les céréales et les cigarettes par wagons entiers. Pourtant, les principales figures de la réaction, ces individus avisés à qui l'on doit de hauts faits politiques tels que les résultats de l'élection de 2000 en Floride et la campagne en faveur de la privatisation de la sécurité sociale, ont décidé de mener ces batailles culturelles impossibles à gagner et où le sentiment d'impuissance de leurs adeptes se retrouve exacerbé et leur aliénation accrue. Considérons par exemple l'objet de la fureur des réactionnaires au moment même où j'écris le monument consacré aux 10 commandements en Alabama. Qui a été délibérément érigé pour obliger la CLU à intenter un procès qui ne pourra pas ne pas aboutir à son déboulonnement et sa déconstruction. Oh, attendez. Donc, en gros, pendant qu'il écrit, il y a un monument consacré aux 10 commandements en Alabama qui a été érigé pour obliger la CLU à intenter un procès qui finira par évidemment aboutir au déboulonnement. Donc c'est juste de la provoque. Considérons encore la grande controverse autour de l'avortement qui mobilise des millions de personnes, mais qui ne peut être réglée sans qu'une décision de la Cour suprême n'annule le verdict de l'affaire Roe versus Wade. En tant que machine de combat culturel, la réaction était destinée à perdre. Mais son objectif n'était pas de l'emporter. Il s'agissait d'exprimer un mécontentement ostensible, bruyant et spectaculaire.
L'indignation est le grand principe esthétique de la culture réactionnaire. Donner voix à la colère des opprimés. C'est à la réaction ce que le solo de guitare est au heavy metal. L'indignation est l'émotion favorite, le moment magique qui permet de tremper le sentiment de légitimité et de détermination. Les conservateurs parlent souvent de leur première bouffée d'indignation comme une sorte de conversion d'une révélation quasi mystique. Est-ce que vous croyez que Jésus serait resté au Vatican au lieu d'être là-bas et de mourir? J'ai perdu ma ligne avec mes conneries. Dans son best-seller Let Freedom Ring, Winning the War of Liberty over Liberalism, que résonne la liberté, gagner la guerre de la liberté sur le libéralisme. Sean Hannity, star de la radio et de la télévision, évoque la lumière qui jaillit en lui au cours des auditions sénatoriales du scandale de l'Irangate. Cet événement clé de l'histoire de la réaction, ces auditions ont eu de profondes conséquences sur ma vie personnelle. Je n'ai pas supporté de voir des élus du Congrès et des sénateurs crucifier un patriote convaincu comme Oliver North. J'étais tellement arrivé à ma télé pour regarder ces auditions que je n'allais plus au travail. Je restais chez moi à regarder les auditions toute la journée. Je les ai même enregistrées pour pouvoir me les repasser encore et encore. Et tout ce que je voyais et entendais me rendait de plus en plus furieux. Le besoin d'exprimer mon point de vue ou d'entendre un autre point de vue que celui de la télé m'a poussé à appeler les radios pour défendre Holly et taper sur ces faux jetons de congressistes et de sénateurs. C'est à ce moment que j'ai trouvé ma vocation. Les individus vertueux sont persécutés par les faux jetons, les prétentieux, les faux croyants, les corrompus. Pour Hannity, ce fut une véritable épiphanie, une révélation de la nature christique de la droite. Les libéraux sont des relativistes aux yeux de rien n'est sacré. Aux yeux de qui rien n'est sacré. Mais ils se comportent comme des inquisiteurs omnipotents, capables d'imposer la censure aux Américains innocents. Les auditions sénatoriales retransmises à la télé ne sont qu'un début. Tout semble devoir scandaliser les conservateurs et ils réagissent en dressant la liste des objets de leur dégoût. Le résultat est ce que nous appellerons la récrimination sans fond. Un ramassis absurde de plaintes ridicules et sans aucun rapport avec le monde réel. Cette récrimination sans fond n'a pas pour véritable objectif de renverser la culture libérale tant haïe qui nous cerne. Il s'agit d'un mode de critique plus horizontal que vertical, visant plutôt à nourrir la colère des gens en collectant des dizaines et des centaines et des milliers d'histoires concernant les 1001 façons qu'a le monde qui nous entoure de nuire aux valeurs familiales, d'être obscène, de mépriser les parents, de fomenter des révolutions, etc. La récrimination sans fond nous requinque. Elle n'offre pas de solution, mais elle nous rappelle simplement que nous ne pouvons jamais gagner. La récrimination sans fond est l'outil rhétorique par lequel l'émission de Bill O'Reilly est devenue un véritable succès. C'est une success story. Un jour, il s'emporte contre le hip-hop, et le lendemain contre l'association pour l'amour entre adultes et adolescents. La récrimination sans fond est le modus operandi de ce cyberespace tant apprécié, le tableau de marque du politiquement correct sur lequel sont inscrites par milliers des illustrations ridicules de l'intolérance libérale. Minorité hypersensible, discrimination antichrétienne, histoire de mascottes absurdes, etc. La récrimination sans fond, c'est ce qu'on trouve dans le récit que nous fait Bernard Goldberg,
de tous les affronts personnels qu'il a eu à endurer après avoir débuté une carrière de critique de la perversion libérale de la presse. On la trouve également chez de nombreux auteurs et qui tentent d'évaluer l'entendu du mépris que la télévision manifeste à l'égard des Américains moyens, en dressant de manière compulsive de longues listes d'objections aux informations du soir ou en exprimant divers degrés de colère éprouvés face aux infimes outrages qu'ils ont perçus dans le flot de sitcoms pour la plupart oubliés. On la trouve dans l'accusation solennelle de libéralisme émise par le journaliste Emmett Tyrrell à l'encontre des Bartlett's Familiar Quotation, livre de citations qui s'étonne-t-il ne propose que 3 entrées pour Milton Friedman, contre 11 pour John Kenneth Galbraith. La récrimination sans fond atteint une sorte de transcendance de l'outrage dans un livre paru en 1996 et intitulé Unlimited Access, l'accès limité. Ce best-seller anti-Clinton est l'œuvre d'un ancien agent du FBI du nom de Gary Aldrich. L'accusation la plus spectaculaire selon laquelle Bill Clinton se glissait hors de la Maison-Blanche pour des rendez-vous nocturnes au Washington Marriott fut infirmée peu après la publication de ce livre, mais cela n'a pas pour autant nui à la popularité d'Aldrich auprès de l'audience réactionnaire. En novembre 2022, j'ai assisté à un rassemblement de conservateurs du Kansas qui demandaient que la nouvelle bibliothèque du quartier voisin possède un exemplaire de ce livre au vitriol sur Clinton, alors même que sa cible avait débarrassé le plancher depuis 2 ans. L'origine de l'appel permanent d'Aldrich à la colère de l'homme de la rue est, me semble-t-il, son irritation, à fleur de peau, à l'encontre de la vie quotidienne. Unlimited Access est, pour l'essentiel, une longue liste d'infractions mineures au protocole observé par un auteur de la rigidité excessive alors qu'il travaillait à la Maison-Blanche, sous Clinton. Aldrich note les mauvaises manières des démocrates qu'il a pu observer à la cafétéria de la Maison-Blanche, et se scandalise par exemple du comportement d'un individu qui mangeait son yaourt avant de passer à la caisse. Mais ce qui l'irrite au plus haut point, c'est le désordre régnant dans le bureau de George Stephanopoulos et les conseillers de Clinton, qui ne répondaient jamais à ses messages téléphoniques. Il soupçonne que les gens lui cachent quelque chose quand ils ont l'air contents de le croiser. Il soupçonne qu'ils lui cachent quelque chose quand ils n'ont pas l'air ravis de le croiser. Aldrich évoque même un de ses collègues qui se serait plaint que Hillary Clinton lui regardait de travers. Même si elle ne décrit que les aspects les plus superficiels de la vie quotidienne américaine, la conclusion évidente de la récrimination sans fond est que le libéralisme est le seul responsable du monde qui nous entoure et que la manière dont les gens conduisent, celle dont ils resquillent et dont ils parlent, la bouche pleine sont d'une manière ou d'une autre l'expression du gauchisme. Voilà. Donc, la conclusion évidente de la récrimination sans fond est que le libéralisme est le seul responsable du monde qui nous entoure et que la manière dont les gens conduisent, celle dont ils resquillent et dont ils parlent la bouche pleine sont une manière ou d'une autre l'expression du gauchisme. Tout ce qui ne va pas dans le monde, c'est le gauchisme. Peu importe que les libéraux aient perdu depuis longtemps tout pouvoir sur le gouvernement. Le libéralisme reste dans la mentalité réactionnaire ce qui a chamboulé nos mœurs. Ce qui impose le contenu de la télévision et des journaux. Ce qui fait, ou plutôt ce qui interprète les lois. Il n'est rien, ni la Constitution, ni les armes, ni les victoires électorales qui puissent nous protéger du libéralisme, voire le réfréner. C'est une force étrangère et subversive que l'on ne peut obliger à rendre des comptes, et qui se moque bien que ses projets politiques n'aboutissent pas. Considérée par la lorgnette de la réaction, l'oppression du libéralisme est si intolérable, si étrange et si peu sensible à ceux à qui elle s'impose que rien ne pourra l'arrêter.
Qui sait quel précédent la Cour suprême pourrait bien nous sortir la prochaine fois? Ou bien quelle expression du langage quotidien, comme le mot épouse, ou toute référence à Noël? Les commissaires du politiquement correct mettront à l'index alors même qu'ils augmentent le nombre de mots grossiers autorisés à la télévision? La culture de la réaction foisonne de petites histoires de libéraux perdant leur sang-froid, de hippies crachant sur les anciens combattants, de Jane Fonda se moquant des prisonniers de guerre devant leurs gardiens vietnamiens, de l'Agence pour la santé et la sécurité au travail, OSHA, contraignant les exploitants agricoles à veiller à la bonne santé de leur main-d'œuvre, de projets visant à désertifier les grandes plaines pour pouvoir les transformer en un gigantesque parc national. Les sites de discussion conservateurs foisonnent aussi de réflexions étranges sur le genre de cruauté que les libéraux envisagent de nous faire subir demain ou après-demain. Toute réflexion émise est reçue avec le plus grand sérieux. L'élite libérale a l'intention d'interdire tel ou tel sport, de manger de la viande rouge, de fixer un jour férié pour les anciens combattants transsexuels, de rendre notre région à une tribu indienne, de décréter que seuls les couples homosexuels pourront désormais adopter des enfants, d'interdire la Bible. Bien sûr, croire que le libéralisme est tout-puissant permet aux législateurs conservateurs de ne pas avoir à répondre de leur incapacité flagrante dans le domaine de la guerre culturelle. Mais cela fait aussi du conservatisme un mouvement culturel particulièrement négatif et dépressif. Être un populiste conservateur aujourd'hui, c'est être fataliste et vivre dans un univers où votre camp ne l'emportera jamais, voire même où, par définition, votre camp ne peut pas gagner. Un univers où même les plus écrasantes victoires électorales s'avèrent vaines et où l'étreinte libérale sur la vie quotidienne ne peut jamais se desserrer. État d'esprit assez curieux pour un groupe qui, d'une certaine façon, dirige la politique américaine, et cela ne fait qu'empirer. Non seulement les conservateurs se plaignent assez régulièrement que leur camp ne gagne jamais, selon la mythologie réactionnaire, même si par miracle il leur arrive de l'emporter sur certains sujets, leur victoire sera très rapidement réduite à néant par quelques sombres machinations libérales. Donc, il y a des notes de bas de page. Voilà. L'étreinte libérale ne peut jamais se desserrer. Et là-dessus, il y a David Brooks, qui est, selon ses propres termes, un droitier pur et dur, a décrit ainsi le fatalisme conservateur tel qu'il s'incarnait en la personne de Wlady Plexinski, rédacteur adjoint de l'American Spectator à sa grande période. Wlady était typique des conservateurs dont son fatalisme, à ses yeux, la culture libérale, profitait aux démocrates et nuisait à tous les coups aux républicains, puisque nous étions assurés de perdre quoi que nous fassions, destinés à demeurer aux marges du débat respectable. Wlady incitait à tirer à vue sur l'ennemi. État d'esprit assez curieux pour un groupe qui, d'une certaine façon, dirige la politique américaine. Jésus serait resté au Vatican au lieu d'être là-bas et de mourir. Le pape reste au Vatican au lieu d'aller à Kiev et de dire tuez-moi, je représente le Christ. Je représente le Christ. Arrête. Donc, état d'esprit. Jamais John Fitzgerald Kennedy n'aurait laissé faire ça. Mais comment tu l'as trouvé? Bravo. C'est les trois seuls, hein. Il n'y en a pas d'autres. Ah là là. État d'esprit assez curieux pour un groupe qui, d'une certaine façon, dirige la politique américaine. Et cela ne fait qu'empirer. Non seulement les conservateurs se plaignent assez régulièrement que leur camp ne gagne jamais,
Selon la mythologie réactionnaire, même si par miracle il leur arrive de l'emporter sur certains sujets, leur victoire sera très rapidement réduite à néant par quelques sombres machinations libérales. Mais ils s'imaginent totalement désarmés, victimes impuissantes dérivant dans un univers prédéterminé où seuls les libéraux ont le pouvoir d'agir et où toute action entreprise par ces mêmes libéraux est une contrainte complémentaire imposée au bon peuple de l'Amérique moyenne. Donc, sur les machinations libérales, fin décembre 2003, Ann Coulter écrivait « Apparemment, la seule chose qui se dresse entre le règne de la loi et l'anarchie la plus totale est le fait que les conservateurs sont de bons perdants. Si nous n'accordons pas aux libéraux tout ce qu'ils veulent, dès qu'ils le veulent, ce sera l'anarchie. Nous devons obéir à des décisions de justice manifestement absurdes pour que les libéraux fassent de même quand il leur arrive de perdre. Premier point, ils ne perdent quasiment jamais. Deuxième point, ils refusent toujours d'obéir aux lois qu'ils n'apprécient pas. Ils le font tout le temps, sur la discrimination raciale, sur l'enseignement bilingue, sur la marijuana. » Donc ça, c'était sur le complotisme, le deep state et tout. Toute action entreprise par ces mêmes libéraux est une contrainte supplémentaire imposée au bon peuple de l'Amérique moyenne. Là-dessus, il y a une note assez longue, donc. Ainsi, la réaction tend-elle un miroir très précis de la discipline universitaire pseudo-gauchiste baptisée Cultural Studies. Selon cette école théorique, le plus banal et le plus usuel des produits culturels est éminemment politique et subversif. La gauche est en permanence, mais silencieusement, en train de gagner sa guerre contre la vie quotidienne. Et même les plus modestes consommateurs sont censés jouir d'une immense autonomie et d'un stupéfiant pouvoir d'exercer leur volonté radicale sur le monde. De ce côté pour la réaction, nul n'est autonome mis à part les gens de gauche. Nous, les Américains moyens, sommes particulièrement impuissants à changer notre culture, interdire l'avortement et la sodomie, ou même ériger les monuments aux 10 commandements. Comme nous ne sommes pas capables d'empêcher la gauche de pervertir la vie de tous les jours. Et bien sûr, la réaction aussi l'admet parfaitement, tout est politique. La manière dont vous tondez votre gazon, la couleur de votre maison, et si vous roulez à vélo ou non. Mais tout est politique négativement. Tout est agressif. Tout est fait pour favoriser le complot libéral. En fait, les réactionnaires sont sans doute les seuls au monde à tomber d'accord avec les universitaires qui voient de la subversion en Madonna, Britney Spears et Christina Aguilera. Plus significativement, aucun de ces deux groupes ne s'intéresse sérieusement au rôle du monde des affaires dans la vie de la culture des Américains. Aux yeux des réactionnaires, les libéraux jouissent d'un quasi-monopole sur la condamnation morale, lâchant ces bombes H symboliques que constituent les accusations de racisme et de sexisme sur des gens incapables de répondre de manière adéquate. Ainsi, George Gurley, journaliste au New York Observer et ancien journaliste au Kansas City Star, raconte-t-il l'affront qu'il a eu un jour à subir après qu'il eut avoué son conservatisme au cours d'une soirée. Il se remémore une hippie lui sautant à la gorge pour avoir avoué qu'il admirait Margaret Thatcher. « C'est une truie capitaliste !» m'a-t-elle jeté à la figure. Je bafouillerai. Puis un de mes meilleurs amis a pris sa défense en disant « Désolé George, mais tu ne peux pas te défendre sur ce coup. J'ai quitté la soirée, un sentiment de honte et d'impuissance. » Impuissant est un drôle de mot, en l'occurrence, puisque le pouvoir est justement ce dont manquent les libéraux, et ce que représente en réalité le Parti républicain. Et pourtant, en effet, possible de nier ce sentiment d'impuissance, alors que les libéraux sont censés étaler leur suffisance dès qu'ils le souhaitent. Les conservateurs estiment qu'ils ne sont jamais autorisés de leur côté à exprimer ce qu'ils pensent vraiment. L'un des sites internet évoqués précédemment a pour nom l'Anglier. Et les milliers d'exemples d'accès libéraux qu'il propose sont illustrés par un visage bâillonné. Personne n'ose parler de trahison, hurlait le titre d'un des tout premiers textes émanant de la rédaction. Bon Dieu, mais personne n'ose plus parler de rien. Personne n'ose dire la vérité de peur du pouvoir de
de rétorsion des libéraux. Professeur à l'université de Chicago, Marc Lilla évoque fort bien ce sentiment dans un retour très personnel sur la pensée conservatrice rédigé en 1998. Certes, personne ne pense que le manque de civisme, la promiscuité, la drogue et l'irresponsabilité sont de bonnes choses. Mais nous avons désormais des scrupules à critiquer, à moins de pouvoir exprimer nos objections en termes juridiques dans le langage thérapeutique de l'accomplissement de soi ou dans le jargon économique de l'efficience. La situation morale des pauvres, des villes magnifiées par la pop musique et la publicité nous choque, mais nous n'osons pas ouvrir la bouche. La nouveauté que constitue le sexe explicite à la télévision et au cinéma, de l'indifférence accrue envers ce que nous évoquons euphémistiquement par préférence sexuelle, inquiète les parents responsables qui lisent la confusion sexuelle et la peur dans les yeux de leurs enfants. Mais depuis les années 60, ils risquent le ridicule pour oser s'exprimer quelques objections qui auparavant auraient semblé parfaitement évidentes à tout et chacun. Tout ce que je viens d'exposer là n'aurait absolument aucun sens si cela ne constituait pas un bouleversement rhétorique de première importance. L'effacement systématique de la question économique. Bien sûr, certains conservateurs aiment à discuter économie et on peut les écouter tous les jours de la semaine dans toutes les écoles de gestion ou les lire dans les journaux économiques du pays, babillant sur les qualités inhérentes et mystiques du libre marché ou vantant la bienveillance du capitalisme mondial. Même bon nombre de conservateurs avec qui j'ai pu discuter n'ont pas grand-chose à dire au monde des affaires. À quelques rares exceptions près, Hannity O'Reilly, Coulter, Limbaugh et Aldrich n'évoquent jamais cette question. Liddy prend à peine le temps d'affirmer que les désastres de l'électricité californienne en 2001 est entièrement le fait de politiciens abrutis avant de retourner s'en prendre aux environnementalistes fous et à l'hystérie autour du réchauffement planétaire. Aux yeux des théoriciens de la réaction, le fonctionnement du monde des affaires n'est tout bonnement pas un sujet digne de la critique sociale. Pour la mentalité réactionnaire, les affaires sont naturelles, normales et situées hors du domaine politique. Prenons le cas d'Enron, sujet de tant de récits sur les méfaits du monde des affairistes. Lorsque, s'agitant avec fureur dans son livre de 2002, consacré aux mensonges médiatiques, Ann Coulter se heurte inopinément à l'affaire Enron, l'un des événements les plus importants de cette année-là, elle disqualifie tout bonnement la prose journalistique consacrée à ce sujet, comme démontrant à l'évidence la perversion des libérales du milieu médiatique, sa malhonnêteté, sa corruption et tutti quanti. La faillite d'Enron, vous le rappelez sans doute, était alors la plus importante de l'histoire et eut d'énormes conséquences sur tous les domaines de l'économie. Pourtant, Coulter insinue qu'il faudrait être un libéral sournois et menteur pour s'y intéresser, ne serait-ce qu'un instant. Ann Coulter répète ses arguments à plusieurs reprises, mais toujours sans expliquer. Ainsi, lorsqu'elle décrit Enron comme une formule dénuée de sens et parfaitement stupide, ressassée sans objet par les médias libéraux, j'admets ne pas comprendre cette objection. La faillite d'Enron est un événement important, quelle que puisse être notre conviction politique. Si la presse avait suivi son conseil et ignoré l'affaire, nous aurions été bien au-delà de la seule perversion libérale, dans le royaume de la manipulation de type soviétique. Cela prend tout son sens lorsqu'on se souvient que le principal objectif de la réaction est de mener une guerre culturelle de classe, et que la première étape de ce processus, comme nous l'avons vu, est de nier le fondement économique de la distinction entre classes sociales. En effet, on peut difficilement accuser les libéraux d'être l'élite de la société et présenter le Parti républicain comme le parti des gens ordinaires, si l'on admet par ailleurs l'existence du monde des affaires. Cette puissance dont est issue la véritable élite du pays, qui régit son véritable système social et dont le Parti républicain est le bras politique,
L'effacement de la question économique est la condition nécessaire de la plupart des concepts fondamentaux de leur réaction. On ne peut prétendre que les organes d'information penchent sérieusement à gauche que si l'on ignore délibérément l'identité de leurs propriétaires, et si l'on se refuse à critiquer la section des médias consacrés aux informations économiques. Les campus universitaires ne peuvent être fantasmés comme des endroits sous l'emprise des gauchistes que si l'on ne pense jamais au département économique des écoles de commerce. On ne peut croire que les conservateurs sont des victimes impuissantes que si l'on exclut de la grille d'analyse l'élément constitutif historique du conservatisme, c'est-à-dire la communauté des affaires. De la même manière, on ne peut croire que George W. Bush est un homme du peuple que si l'on efface du tableau le statut économique de sa famille. Mais il a plus important encore. On ne peut interpréter la culture populaire comme un produit du libéralisme que si l'on veut bien se leurrer soi-même sur les réalités économiques les plus fondamentales du pays. À savoir le fait que les chaînes en tout genre, les studios de cinéma, les agences publicitaires, ainsi que les maisons d'édition et les maisons de disques sont de fait des entreprises commerciales. D'ailleurs, la cécité économique du conservatisme réactionnaire est aussi, en grande partie, le produit de ces mêmes entreprises commerciales culturelles. Les conservateurs ne peuvent ignorer l'économie de la façon dont ils le font que parce qu'ils vivent au sein d'une civilisation dont les plus hautes expressions culturelles, films, publicités et séries télévisées, font depuis des décennies tout pour minimiser la place du monde du travail. Les conservateurs ne sont à même de considérer ainsi le monde des affaires comme un domaine totalement distinct de la politique que parce que ces mêmes médias d'information, dont ils aiment tant critiquer les penchants libéraux, ont depuis longtemps accepté une telle séparation comme étant un pilier de la pratique journalistique. D'une certaine manière, la vision réactionnaire du monde n'est rien d'autre que la vision du monde exprimée par la gauche autrefois, mais amputée de la question économique. Si les muckrakers d'hier accusaient le capitalisme de nuire à telle ou telle institution, les théoriciens réactionnaires d'aujourd'hui se contentent de changer le scénario et de rejeter la faute sur le libéralisme. Sous le terme muckrakers, fouille-merde, fut rassemblée une génération de journalistes d'investigation qui s'étaient attachés à révéler des scandales touchant en particulier le monde des affaires américains. Insulte à l'origine, le vocable est devenu honorifique. On parle de Mediapart ici, clairement. Jusqu'à la fin des années 60, par exemple, on reprochait traditionnellement à la presse américaine de pencher nettement à droite et de servir de ce fait les intérêts capitalistes des patrons de presse et des publicitaires. Aujourd'hui, comme chacun sait, ce sont les journalistes, les rédacteurs en chef libéraux qui sont supposés déformer l'information pour satisfaire leurs intérêts élitistes privés. Il s'est produit la même chose pour la traditionnelle critique des milieux universitaires. Quand Thorstein Veblen et Upton Sinclair accusaient autrefois les universités de n'être que des institutions réservées aux classes supérieures, Roger Kimball et Dinesh D'Souza dénoncent dès aujourd'hui les professeurs radicaux et leur anti-américanisme hystérique. Donc, économiste et sociologue américain Thorstein Veblen, mort en 1929, dénonçait notamment l'influence de la religion et de la pensée conservatrice à l'université, faisant, selon lui, de cette institution un instrument j'ai perdu ma ligne. L'influence de la religion et de la pensée conservatrice à l'université faisant, selon lui, de cette institution un instrument davantage dévolu à la reproduction des classes sociales qu'à la connaissance. Grande figure de la littérature américaine du début du XXe siècle, Upton Sinclair, mort en 1968, fut l'un des promoteurs du socialisme aux États-Unis. Il était notamment l'auteur de La Jungle, en 1906, roman qui décrit les conditions de vie et de travail terrifiantes de milliers d'immigrés dans les abattoirs de Chicago. Auteur et critique d'art conservateur, Roger Kimball dirige le mensuel The New Criterion, consacré à l'art et à la vie intellectuelle, et contribue à de très nombreux journaux aux États-Unis et en Angleterre.
directeur de recherche dans la Hoover Institution, think tank ultra-conservateur de l'université de Stanford, commentateur public et auteur de nombreux best-sellers, Dinesh D'Souza est considéré comme l'un des penseurs conservateurs les plus influents du pays. Ces deux derniers livres, parus respectivement en janvier et octobre 2007, s'intitulent The Enemy at Home, The Cultural Left and its Responsibility for 9/11, L'ennemi intérieur, la gauche intellectuelle et sa responsabilité dans les attentats du 11 septembre, et What's so great about Christianity? Pourquoi le christianisme est aussi important? Les vieilles analyses gauchistes de l'institution judiciaire, de la diplomatie, du monde de l'architecture et du gouvernement lui-même sont elles aussi complètement renversées. Cul par cul. Complètement renversées, cul par-dessus la tête. Cul par-dessus tête. Toutes ces institutions sont présentées. Toutes ces institutions sont présentées aujourd'hui comme mises au service, non pas des intérêts capitalistes, mais du libéralisme. Même la rhétorique de la réaction, avec son style peu sophistiqué, semble parfois avoir été directement empruntée à celle du prolétariat des années 30. L'image du citoyen ordinaire, un pion impuissant, pris au piège d'une machine dirigée par les élites, vient tout droit de la vulgate marxiste, qui inspira à des générations de membres du Parti communiste la conviction qu'ils vivaient dans un monde déterministe où l'autonomie était un luxe exclusivement réservé aux capitalistes. Ou plus précisément au capital lui-même. Prenons également l'ensemble des accusations portées contre les libéraux qui mettent l'accent sur leur manque de virilité. Leur comportement efféminé, leur amour de tout ce qui est français, toutes choses que nous avons bien sûr souvent entendues pendant la préparation de l'intervention en Irak. Aldrich, dans un passage très remarqué de son livre, décrit les proches de Clinton, au milieu desquels il a travaillé, comme des efféminés. Il y avait un côté unisexe dans l'équipe de Clinton qui la différencie grandement de l'administration Bush. Tout était dans la forme des corps. Dans l'administration Clinton, les femmes baraquées et portant des pantalons et des hommes en forme de poire troublaient les distinctions entre les sectes. J'avais été habitué à des corps athlétiques, aux personnes physiquement en forme et qui prennent soin de leur image et de leur santé. Jamais John Fitzgerald Kennedy n'aurait laissé faire ça. Très bien placé. L'origine gauchiste de ce stéréotype réactionnaire spécifique est indéniable. Écoutons Mike Gold, le très viril critique littéraire du Daily Worker. Mener sa guerre culturelle contre les élucubrations religieuses de Thornton Wilder dans cette nouvelle religion littéraire très à la mode qui tourne autour de Jésus-Christ. Le premier des gentlemen britanniques, il s'agit d'une religion molle, simulée et dilettante, manquant totalement de vrais feux névrotiques. Un rêve éveillé de figures homosexuelles dans leurs gracieuses tuniques se mouvant à l'ancienne mode au milieu des lys. C'est cet anglo-catholicisme, dernier refuge des snobs de la littérature américaine. Ajoutez-y l'atmosphère dévitalisée du romancier, son complotisme déraciné, sa familiarité avec les salons français, et on se retrouve très vite confronté au fameux laté. Les bobos, l'establishment, l'élite des États bleus, la différence bien entendu c'est que Gold attribuait toutes ces caractéristiques aux riches désœuvrés et dénaturés. Aldrich, Brooks, Coulter, Limbaugh et tous les autres se sont simplement contentés de retourner le stéréotype contre les libéraux. En revanche, la vieille gauche n'avait aucun problème pour interpréter le fonctionnement du monde. Pour eux, la lutte des classes expliquait à peu près tout. Mais ignorez l'aspect économique de ce monde et il ne vous reste guère d'outils pour expliquer quoi que ce soit. Pourquoi notre culture est-elle comme elle l'est? Pourquoi la télévision se fait-elle plus vulgaire à chaque année qui passe? Comment expliquer que certains mots ou idées deviennent soudainement si visibles alors que d'autres disparaissent? Ce sont des questions qui font l'objet de l'obsession amère et sont des conservateurs réactionnaires et qui ont toutes fait l'objet d'enquêter
tout fait l'objet d'enquêtes universitaires relativement poussées ces dernières années. Pourtant, la seule réponse que leur action peut nous offrir, c'est d'accuser le libéralisme d'être la cause de tous nos maux. Notre culture est ce qu'elle est parce que les libéraux manipulateurs ont décidé qu'il en serait ainsi. De nombreux livres rédigés par des auteurs réactionnaires présentent tous, de manière très attentive, cette interprétation essentiellement conspirationnelle de notre culture. Mais Emmett Tyrrell, l'un des premiers intellectuels de la droite conservatrice, choisit littéralement de masquer le problème. Pour lui, la culture peut être interprétée comme une pollution atmosphérique, un brouillard englobant, informe et impénétrable d'idées progressistes, de valeurs nobles et de craintes sans fondement qui flottent au-dessus de l'Amérique. Une seule chose est certaine concernant ce brouillard culturel, c'est que le libéralisme en est le principal responsable. Le libéralisme produit de la culture, et à son tour la culture politise tous les aspects de la vie quotidienne. Un lieutenant d'Ayn Rand, Leonard Peikoff, en offre une formulation particulièrement sombre. Dans un livre qui compare l'Amérique pré-réganienne à l'Allemagne nazie, où il ne tarit pas d'éloges envers Alan Greenspan, toutes les grandes avancées du début du XXe siècle, propose-t-il, aussi bien en littérature que dans les arts, l'enseignement, la philosophie ou le journalisme ne sont que les éléments d'un projet politique visant à imposer à l'Amérique une voie progressiste, c'est-à-dire de type allemand. Leonard Peikoff affirme que les actes d'une nation sont influencés par ses intellectuels. 3 générations de croisés inspirés par le pouvoir de la philosophie allemande ont tenté de refondre les institutions politiques américaines à l'image des institutions européennes. C'est lui qui le dit. Bien entendu, c'est Ann Coulter qui se montre en ce domaine la plus agressive. Sa théorie du fonctionnement des médias présente un déterminisme brutal et mécanique qui ferait passer le Daily Worker pour un parangon de subtilité. Certains conservateurs se plaisent à parler de penchants marqués dans l'information. Pour sa part, Coulter préfère des formules telles que cartel des médias ou monopole médiatique. Les médias ne penchent pas seulement un peu à gauche, ce sont surtout et avant tout des instruments de propagande. You're fake news, comme on dit. C'est exactement la rhétorique de Trump. C'est des Allemands à Bacante. Mais là, ouais, c'est clairement la rhétorique de Trump. Donc c'est exactement la même rhétorique qui avait été écrite dans ce livre 5 ans avant l'arrivée de Trump. Même presque 10 ans. Donc, les médias ne penchent pas seulement un peu à gauche, ce sont surtout et avant tout des instruments de propagande. Ainsi nous apprend-elle que les libéraux considèrent la diffusion des informations en Amérique comme le véhicule idéal de l'idéologie de gauche. Selon Coulter, l'industrie culturelle ne se contente pas de se tromper sur le monde politique extérieur. Elle est purement et simplement un instrument typiquement libéral pour assurer le contrôle du monde politique extérieur, pour se débarrasser des politiciens républicains à chaque fois que l'occasion s'en présente. Les médias favoriseront tous les comportements les plus discutables pour pouvoir l'emporter, nous prévient-elle. Les libéraux n'ont pas de principe, tout ce qui leur importe c'est de gagner. On trouve aussi cette rhétorique quand ils disent que Disney, ils mettent des gens homosexuels et puis des trucs pas bien dans leurs films. Bah, c'est la propagande woke, c'est le gauchisme, c'est les libéralismes. C'est le libéralisme. Et c'est eux qui contrôlent Disney de l'intérieur. Et puis ils contrôlent Google de l'intérieur aussi. Les libéraux contrôlent tout en fait. C'est bien connu. Mais gagner quoi? Quelle est cette chose que les libéraux souhaitent si ardemment posséder? Pour l'antique critique de gauche des médias, la réponse était bien entendu l'argent. Ceux qui déformaient les informations, c'était toujours le pouvoir des annonceurs. La recherche de profit des éditeurs, les exigences obscènes de Wall Street.
Mais pour Coulter, cette explication est tout bonnement impensable. Non! Si les libéraux informent, interprètent la loi, publient des livres et font des films de la manière dont ils le font, ce n'est pas parce que cela permet de vendre de l'espace publicitaire, ni pour plaire au patron, ni parce que c'est moins cher de cette manière. Non, ils le font parce qu'ils sont libéraux, pour aider leurs amis libéraux et parce que cela permet la conversion du monde au libéralisme culturel. Voilà. Disney, il fait des films avec des homosexuels, c'est pas parce que ça vend mieux et que ça fait genre ils sont sympas. C'est parce qu'ils sont libéraux. Point. Disney, ils ont fait un reboot de Star Wars. C'est pas parce que c'était pour faire du pognon facile sur une fanbase déjà existante. C'était parce qu'ils sont libéraux. Et c'est pour ça qu'ils ont mis un noir dedans. Vous vous rendez compte? Un noir. Dans un film. Alors, on est exactement sur ce genre de niveau. La vérité, c'est que la culture dans laquelle nous évoluons, et qui justifie la colère constante de la réaction, est en très grande partie le produit de la rationalité entrepreneuriale. Elle est produite par des rédacteurs et des acteurs qui répondent aux demandes de patrons de presse et de réalisateurs qui eux-mêmes souhaitent satisfaire les exigences de vice-présidents et de patrons qui répondent pour leur part aux desiderata de banquiers de Wall Street qui ne s'intéressent qu'aux profits qu'ils peuvent en tirer. Des méga-fusions de géants médiatiques aux pauses publicitaires durant les retransmissions sportives à la télé, jusqu'au scénario des films hollywoodiens et au cyberfantasme de Wired, Fast Company et Fortune. Nous vivons dans un monde de libre marché. La Cour suprême ne fabrique pas la culture américaine, pas plus que ne le font le planning familial et la CLU. C'est le monde des affaires qui, depuis les plateaux télé, et toujours sur le ton hystérique de l'insurrection culturelle, s'adresse à nous, choquant les gens simples, humiliant les croyants, corrompant les traditions et fracassant le patriarcat. C'est la faute du marché si notre télévision insulte aussi durement les valeurs familiales et promeut aussi ardemment toutes les formes de déviance sociale. C'est à cause de la nouvelle économie capitaliste et de son culte pour la nouveauté et la créativité que nos banquiers se gargarisent d'être des révolutionnaires et que nos courtiers en bourse prétendent que la détention d'actions est une arme anticonformiste qui nous fait entrer dans le millénaire rock'n'roll. On nous incite à consommer du Dr Pepper pour affirmer notre individualité, Starbucks parce que, quelque part, c'est plus authentique, à nous percer le nombril, à conduire des jet skis boostés à conduire des jet skis boostés et à manger le dessert à la gélatine Jello parce que ce sont des expériences extrêmes. D'ailleurs, la contre-culture est aujourd'hui finalement si commerciale et si proche du monde des affaires qu'une école d'urbanistes a fini par présenter aux autorités municipales les nombreux avantages qu'elle aurait à attirer les artistes, les branchés, les gays et les groupes rock dans leur ville, sous prétexte que là où ces groupes sociaux s'installent, ils sont suivis par les entreprises. Les individus issus des classes laborieuses ont parfaitement raison de détester la culture dans laquelle nous vivons. Leur sentiment de n'avoir aucune prise sur elle est parfaitement justifié, ainsi que leur sentiment d'être stupide et totalement à côté de la plaque. Après tout, les Américains moyens ne sont-ils pas exactement tout ce que les publicités, les sitcoms et les films nous apprennent à considérer avec méfiance? Ce sont ces prédicateurs dévots qui interdisent la danse, ces maris abrutis qui consomment des produits ringards, ces pères racistes qui battent leurs enfants, cette vie de famille étouffante à laquelle nous sommes censés vouloir échapper, et ce vieux coincé qui ne comprend rien à rien. On vit dans une société. Oui. Les conservateurs excellent à pointer du doigt et à exacerber des motifs de plainte culturelle, mais ils se trompent sur l'origine du problème. Prenez par exemple le héros de la réaction, Gary Aldrich, qui se plaint dans son Unlimited Access de l'idée libérale selon laquelle porter une cravate est une forme d'oppression. Aldrich a raison de souligner que les années 90 ont connu une réaction contre l'habillement conventionnel sur le lieu de travail. Mais il se trompe quand il attribue ce changement à des traîtres de gauchistes qui tentent de miner le travail de l'intérieur.
Comme tous ceux qui ont travaillé dans les bureaux à l'époque s'en souviennent, la nouvelle manière de faire ne fut pas imposée par les communistes, mais bel et bien par les héros hypercapitalistes de la nouvelle économie, des révolutionnaires entrepreneuriaux qui tirèrent le plus grand profit des suffrages des admirateurs conservateurs d'Aldrich. Ce n'est pas parce que les radicaux se sont sournoisement emparés du monde que l'intensément banal Aldrich s'y sent si peu à l'aise, mais bien parce que le nouveau capitalisme gonflé à bloc ne laisse aucune place aux individus austères, portant costard-cravate dans son genre, et qu'il ne rate pas une occasion de le lui signifier. Il stigmatise des foules entières de Gary Aldrich dans toutes les productions culturelles majeures, les manuels de management et les publicités télévisées. Le seul usage que le capitalisme de consommation réserve à ces coincés austères est de leur montrer ostensiblement embarrassés devant le potentiel libérateur des portails internet ou des marques de chips. On le montre en se scandalisant contre un quelconque soda, parce qu'il brise les règles, parce qu'il permet au consommateur d'exprimer sa personnalité, parce qu'il semble trop scandaleux, ou pour toute autre raison. Mais la réaction ne peut jamais considérer le phénomène sous cet aspect. Notre culture est tout bonnement ce qu'elle est, parce que les libéraux l'ont fait ainsi. Et le raisonnement logique de la réaction s'arrête là. Lorsqu'on a rejeté toutes les méthodes proposées par les sciences sociales pour expliquer comment les choses fonctionnent, lorsqu'on ne peut pas parler ouvertement des classes sociales, lorsqu'on n'admet pas que les forces du libre marché ne produisent pas toujours le meilleur, les mondes possibles, lorsqu'on rejette la validité de simples vérités historiques fondamentales, tout ce qui nous reste, ce sont des instruments d'interprétation rudimentaires. Les journalistes, les sociologues, les historiens, les musiciens et les photographes font ce qu'ils font parce qu'ils sont libéraux. Et les libéraux mentent. Ils nous trompent. En fait, les libéraux font tout pour favoriser l'avancement de leurs projets partisans plus vastes, pour mobiliser de nouveaux libéraux et pour gagner. Aux yeux des réactionnaires, le libéralisme n'est pas le produit des forces sociales, c'est une force sociale en soi. Un rouleau compresseur qui se déplace selon sa logique propre, aussi obtus et mécanique que l'aurait rêvé un stalinien et de la grande époque. À la fin des années 60, quand la droite populiste était jeune et dynamique, elle élabora cette lecture des mécanismes culturels parallèlement à d'autres fronts. Les plaintes concernant les penchants gauchistes de la société en général étaient néanmoins tout aussi peu fondées à l'époque qu'aujourd'hui. Aussi, les républicains raisonnables de la vieille école n'osaient-ils pas trop s'appuyer sur ce type d'argument. On pouvait certes évoquer les médias libéraux tant que cela restait réservé à la rhétorique des discours de campagne électorale, mais prendre la chose plus au sérieux aurait consisté à sombrer dans le monde paranoïaque des théories du complot. Pourtant aujourd'hui, c'est exactement ce qui est arrivé au mouvement conservateur. Même si l'univers journalistique américain penche ostensiblement à droite, les critiques des médias les plus conservateurs se font de plus en plus stridentes, allant de la dénonciation de prétendus penchants gauchistes à l'accusation coulterienne selon laquelle l'univers médiatique est tout bonnement un système d'endoctrinement de gauche. La vision du monde réactionnaire est moins réaliste que jamais, mais les conservateurs se reposent néanmoins de plus en plus sur elle. Elle est passée de la périphérie au centre de leur réflexion. Elle est le principe sur lequel tout le reste repose. Les conservateurs ont été contraints d'adopter cette position en raison de leur propre succès. Clinton est sorti de scène, au même titre que les syndicats et autres mouvements populaires fauteurs de troubles. Et les droitiers peuvent désormais difficilement accuser le communisme de tous les maux. Le monde des affaires est de nouveau en selle, la fiscalité baisse, les réglementations s'effondrent. Et les riches profitent pour s'enrichir. Les meilleures années qu'on n'ait jamais connues depuis la décennie 1920. Mais la droite ne peut tout simplement pas crier victoire et disparaître. Elle doit cultiver un adversaire arrogant et méprisable pour que la bataille menée au nom des humbles et des opprimés puisse se poursuivre.
Et la culture, cette calamité malléable à l'infini, et à laquelle on peut attribuer tous les maux de la Terre, est la seule force d'oppression plausible qui demeure possible. Pas seulement plausible d'ailleurs, car l'existence d'une influence culturelle libérale corruptrice est une nécessité ontologique absolue, si le conservatisme veut garder un sens quelconque. Petit point du coup, vu qu'il est en train de dire que que tout se passe super bien en ce moment pour les réactionnaires, on est en 2007, sous George Bush, et donc on est juste avant la crise immobilière. Donc en fait, oui, on est dans un moment où les riches se portent très 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 bien. Les conservateurs se portent très 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 bien. La grande réaction a débuté avec le mixage de deux factions politiques très différentes. Les notables républicains traditionnels du genre modéré du Kansas bardaient de leur foi dans le libre marché, et la classe ouvrière très américaine moyenne, très Amérique moyenne, du genre des conservateurs du Kansas qui se vouaient à la préservation de valeurs familiales. Pour les premiers, le retour du conservatisme qui en a résulté s'est avéré fantastiquement profitable, malgré les bouffées de délire qu'ils ont eu à supporter, comme la croisade anti-évolution. Après tout, ils sont plus riches en tant que classe qu'ils ne l'ont jamais été. Mais pour les seconds, les Américains moyens souffrant, ce fut une chute infinie. Tout ce que leur loyauté républicaine leur a apporté, ce sont des salaires plus bas, des boulots plus dangereux, un air moins respirable, une nouvelle classe de dirigeants qui se comportent comme le prince Farouk, et bien entendu une culture déplorable dont la décadence morale se poursuit sans que les apôtres bruyants, qui les envoient triomphalement à Washington tous les 2 ans, y fassent quelque chose. En toute logique, le charme républicain devrait s'être rompu, depuis bien longtemps aux yeux de cette fraction de la coalition conservatrice. En effet, comment peut-on se plaindre des lamentables conditions de vie aux États-Unis tout en évitant d'en faire reporter la moindre part de responsabilité aux classes dirigeantes et au monde des affaires du pays? Comment peut-on critiquer aussi amèrement la culture et oublier néanmoins de mentionner le principal responsable de l'état actuel de cette culture? Comment peut-on réconcilier les deux moitiés antagonistes de l'esprit conservateur? Comment, en croyant à la perversion libérale, un point c'est tout, selon les théoriciens de la réaction, parmi les si nombreux activités humaines, seule l'industrie culturelle n'obéit pas aux forces du marché. Je la refais. Selon les théoriciens de la réaction, parmi les si nombreuses activités humaines, seule l'industrie culturelle n'obéit pas aux forces du marché. Elle produit des choses abominables, du seul fait qu'elle est totalement infiltrée par ces robots libéraux venus d'ailleurs qui tentent de corrompre nos esprits. La perversion libérale existe parce qu'elle doit exister, ne serait-ce que pour justifier ce qui reste du conservatisme républicain contemporain. Comme dans la preuve de l'existence de Dieu proposée par Saint Anselme et qui bluffa les générations de nos ancêtres, il ne peut tout simplement pas en être autrement. La perversion libérale doit exister, et c'est pourquoi elle existe. Les auteurs dont j'ai parlé dans ce chapitre s'avèrent rarement être des intellectuels méticuleux et systématiques. Leurs théories ne tiennent pas la route et leurs livres sont bourrés d'erreurs, d'omissions et d'interprétations absurdes. Mais leurs lecteurs réactionnaires s'en moquent. Leur intérêt pour la politique est avant tout d'ordre émotionnel. Ils sont beaucoup plus intéressés par les frustrations et les outrages que leur fait subir la vie quotidienne que par la rigueur universitaire ou les intérêts objectifs matériels, qui pourraient les éclairer sur le fonctionnement du monde. L'ayant compris, les penseurs de la réaction ont développé un système théorique sophistiqué pour produire cette colère politique si prisée de nos jours, et pour la dévier de son objectif pourtant naturel. En séparant la question de la classe sociale et de celle de l'économie, ils ont offert une alternative républicaine aux classes laborieuses américaines. Mais ce système n'est pas aussi risible que j'ai pu le laisser croire. Si ceux qui le mettent en avant peuvent être dans l'erreur, l'expérience subjective qu'ils vivent est bien réelle. Et c'est vers cette expérience subjective que nous nous tournons à présent,
en étudiant dans le détail les souvenirs d'une seule et unique personne à conserver de l'époque de la rédaction. Cette personne, c'est moi. Et donc, on va pouvoir lire la prochaine fois le chapitre 7, le disco russo-ukrainien. Ça craint.